Bonjour à tous, Gaëlle pour l'émission Des fourmis dans les jambes. Je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée pétillante, rentrée dansante. Il y a plein de choses qui vont se passer et je suis surtout ravie d'accueillir une personne qui est venue au tout début des fourmis, Julien de Rouault. Bonjour Julien. Bonjour. C'est chouette de se retrouver quelques années après. C'était en 2009 que tu étais venu avec Marie-Claude Pietragala me parler de Marco Polo. Et oui, le temps passe avec cette tournée qu'il y avait eu sur Marco Polo. Là, c'est un nouveau projet qu'on va présenter à la rentrée. Un seul en scène. Exactement. Et tu partages aujourd'hui la scène des fourmis dans les jambes avec un autre seul en scène, avec une autre chorégraphe. Bonjour Jessica. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Toi, tu n'es jamais venue dans les fourmis, c'est ta première, donc bienvenue. Merci à toi. On va parler aujourd'hui d'une reprise d'une création donc du Théâtre du Corps. Le Théâtre du Corps, c'est le théâtre que tu as cofondé, on peut dire comme ça, avec Marie-Claude Pietragala, oui, c'est ça. Qui porte vos deux noms du coup. Une pièce qui s'appelle Être ou paraître, qui reprend donc là, tu as déjà repris en fait la semaine dernière. C'est ça. Au studio Hébertot à Paris. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se mette un peu dans l'ambiance. On va écouter la musique qui a servi au teaser. Enfin, on va écouter le teaser, on va imaginer les images. Je vous invite vraiment à regarder parce que, évidemment, un danseur, ça se regarde aussi. Mais on va se contenter d'écouter pour l'instant. La nuit. La nuit. Le temps brûle. Effectivement. Ce n'est pas une façon de parler. Un poète est celui qui fait des poèmes. Un poète est celui qui fait des poèmes. Un poème est la forme que prend la poésie. Mais qu'est-ce que c'est la poésie? Les mots humains, qu'ils témoignent mois après mois de ce que les choses furent. Que de nous, il reste pour d'autres cette immense épitaphe. Demain. Un danseur qui danse et un danseur qui parle, un danseur comédien, un comédien danseur. Alors, comment ça s'articule dans cette pièce ? C'est vraiment je dirais le travail qu'on est en train de développer en ce moment sur le texte et le corps et la danse. Et c'est vrai que ce Être ou paraître est un spectacle qui a déjà quelques années derrière lui, quelques années de diffusion de spectacles. C'était le début. On a toujours été très intéressé par la poésie dans un premier temps, par le fait que le texte et que j'allais dire ce niveau de conscience des mots pouvait avoir la même résonance que le corps et que la danse. Donc on a beaucoup travaillé sur ces textes-là. Et puis c'est vrai qu'à un moment on a eu envie que ce soit plus des voix enregistrées, mais que ce soit les danseurs, en l'occurrence moi, qui interprètent, qui puissent dire la poésie, dire les mots, en dansant. Parce que c'était ça aussi un peu le challenge, c'était de voir comment, ce qui du coup est un challenge aussi physique, au-delà du défi artistique, c'est qu'il faut en effet gérer le souffle pour pouvoir tenir les mots, pour pouvoir tenir le texte, etc., et danser en même temps. Parce que tout d'un coup, la danse va se teinter d'une certaine manière de la signification du texte, de l'intention de l'auteur. En plus, sur ce spectacle, j'ai pas choisi les pires, puisque c'est la poésie d'Aragon, qui est un des plus grands poètes du XXe siècle, et puis le théâtre de Shakespeare. Donc, du coup, c'était de savoir comment le corps rebondissait, réagissait justement à ce texte, qui du coup devient musique. Donc, nous fabriquons notre propre musique, finalement, avec le texte, avec la voix, et le corps réagit à ça. Et de la même manière, forcément, intrinsèquement, la façon de jouer est liée aussi au corps, au souffle, à la position du corps dans l'espace. C'est vrai que tout d'un coup, en dansant, il faut gérer ce son, il faut gérer cette voix, et ça devient tout un travail comme ça qui est devenu assez incroyable à mettre en place, parce que ça c'est des portes qui s'ouvrent. On sent que le travail de recherche en plus est en permanence, c'est-à-dire qu'on a certes abouti à un spectacle pour pouvoir le montrer en scène, mais on sent bien, et on a tout de suite senti avec Pietra que on pouvait creuser, ce qui d'ailleurs a été le cas cet été, puisque nous avons créé également un Lorenzaccio d'Alfred de Musset, qui marie également les acteurs comédiens et les danseurs, qui du coup, on ne sait plus d'ailleurs qui est qui joue, qui danse,
c'est en permanence quelque chose qui est voilà, qui est en fusion. C'est pas d'un côté le théâtre, puis tout d'un coup on s'arrête et il y aurait une partie de danse. Même s'il y a des moments, même dans mon spectacle Être ou paraître, où je ne fais que danser ou que jouer d'une certaine manière. Mais c'est l'idée que voilà, c'est un parcours initiatique, c'est ce parcours de ce personnage qui voudrait être poète, qui se pose toutes ces questions. Le texte d'Aragon qui s'appelle La nuit des jeunes gens, qui est extrait du recueil Les Poètes, parle de ça, parle de ses souvenirs de jeunesse, ses souvenirs de jeunes poètes, de jeunes gens qui, comme ça, voulaient refaire le monde, réinventer une écriture. Et donc, du coup, d'où ça vient l'acte poétique, d'où ça vient l'inspiration pour finalement créer. Et ça rebondit sur... en l'occurrence la poésie, mais la poésie aussi du corps, la danse, tous les arts sont mêlés, la musique aussi, c'est-à-dire d'où c'est la page blanche, elle est présente chez tous les artistes. Donc c'était de se dire voilà d'où ça vient. Est-ce qu'il faut être diplômé poète, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans le spectacle, quoi. C'est-à-dire est-ce qu'il faut forcément passer par ça, ou est-ce que ça vient comme ça, ou est-ce que tout le monde peut être poète. Voilà, toutes ces questions sont dans le spectacle, et ce personnage qui ne sait pas trop bien où il va. Voilà, on le voit évoluer tout au long de ces textes et de ce spectacle pour finalement voilà, conclure, et cette fin qui finalement avance dans le temps, et une sorte de bilan aussi de cette vie. Tu parlais de la fusion justement et peut-être des frontières qu'on n'identifie plus très bien entre le texte, la danse. Peut-être on peut revenir pour les auditeurs aussi à l'histoire du théâtre du corps, parce qu'il me semble que... Alors aussi à ton parcours, parce que tu parles de danseur comédien, mais toi tu es aussi comédien, tu as cette formation-là, puisque c'est pas si simple de parler pour un danseur, en tout cas de prendre la parole. Donc il y a cet aspect-là sur lequel je veux bien que tu reviennes. Et puis le théâtre du corps, c'est aussi d'aller justement faire exploser le cadre entre les disciplines. Bien sûr, c'est-à-dire quand on a fondé la compagnie avec Pietra, c'est vrai qu'on a eu vraiment envie de travailler avec des artistes très différents, qui pouvaient aller de chanteurs ou danseurs tziganes jusqu'à des danseurs hip-hop, en passant par des comédiens, des musiciens classiques. Enfin, on voulait travailler finalement avec non seulement des gens différents, mais au-delà de ça, parce que j'aime pas trop, il y a eu un passage comme ça où on parlait beaucoup de melting pot, et moi je suis pas un grand fan de ça. Je trouve qu'il y avait pas trop de sens. Enfin, moi j'aime quand il y a du sens dans le mélange. C'est-à-dire pourquoi on mélange en fait. C'est comme en cuisine finalement. Pas que pour le fait de mélanger, exactement, c'est ça que tu veux dire. Okay. C'est pour ça que je compare à la cuisine, quoi. C'est que parfois mélanger le résultat, en fait, c'est que du coup c'est aussi le thème en fait. Quel est le thème qu'on choisit? Par exemple, quand on a fait ce travail sur la condition ouvrière dans le Nord-Pas-de-Calais, quand on a eu ce travail sur ce spectacle qui s'appelait Conditions humaines sur la catastrophe de Courrières en 1906, c'est vrai que tout d'un coup d'avoir des danseurs dont certains étaient de formation hip-hop, c'était très cohérent. C'était très cohérent parce que gestuellement ils avaient ça, et on a pu faire un travail très intéressant autour de ça. Donc c'est plutôt de qui j'ai envie en fait. Et ça partait du propos aussi, c'est ce que tu dis, en tout cas pour Conditions humaines, peut-être pas pour d'autres propositions. Non, c'est vraiment en fonction de... C'est vraiment une liberté. On a voulu cette compagnie qui est indépendante, on l'a vraiment voulu comme ça, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec qui on avait envie de travailler, et de pouvoir justement mettre en scène et mettre sur scène des disciplines différentes, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est dans ce mélange et dans cette recherche qu'on trouve des choses qui peuvent apparaître comme nouvelles, même si je me méfie beaucoup de ces appellations-là, parce que parfois, comme disait Ionesco, ce que l'artiste croit inventer, il ne fait que de le découvrir. Mais au moins, ça amène une excitation dans le studio. Et puis, je pense que les artistes parlent le même langage. C'est pour ça, d'ailleurs, ce texte sur la poésie est intéressant, parce que la poésie, elle est chez, à mon avis, toutes les disciplines. Donc je pense que de trouver un langage commun avec le musicien, et qu'importe sa formation musicale, ou de trouver un langage commun avec une autre technique de danse ou avec un comédien, c'est très intéressant, parce que ça permet à tous de se placer justement au-delà de la technique pure, au-delà de l'autodiscipline qui fait que voilà, on doit représenter, et je pense que justement un artiste ne représente pas sa technique. Moi, je ne me considère pas, et je me suis jamais considéré, par exemple, comme un danseur classique ou contemporain, etc. Et souvent, on enferme les gens et les danseurs dans ce qu'ils sont en termes d'outils. C'est-à-dire, sont des danseurs hip-hop. Moi, je dis non, c'est un artiste qui utilise le hip-hop pour s'exprimer. Donc ça permet aussi d'emmener la technique ailleurs, et de lui faire raconter aussi d'autres histoires. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, dans les images qu'on voit, donc d'être ou paraître, on voit aussi que tout ce qui est autour est très épuré en fait.
Il n'y a pas, comme c'était le cas peut-être dans Marco Polo, dans Conditions humaines, parce que c'était le propos aussi, et puis votre envie, mais là, on est vraiment sur le corps et le texte. Et puis l'accompagnement musical, peut-être que tu pourras nous parler aussi de Bien cette sûr, parce que collaboration. j'ai une très belle collaboration avec un compositeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yana Elkenel, là, qui a donc fait la bande son, qui a créé et au piano et avec son ordi, parce que maintenant l'électronique se crée aussi de manière incroyable comme ça, à base de son, qu'on a en plus créé sur la danse. C'est-à-dire, c'est un musicien qui a pratiqué lui-même la danse, donc qui comprend le rythme du corps. Donc du coup, ça a vraiment été une composition musicale, j'allais dire, en me regardant, en voyant comment les mots s'agençaient et en respectant cette musicalité-là et en essayant justement d'accompagner, parfois d'ailleurs d'aller dans un effet totalement contraire, mais en essayant de vraiment d'habiller ce spectacle au niveau sonore d'une manière très intelligente. Et moderne aussi, parce que souvent quand on parle de poésie, c'est aussi ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Moi, la poésie, je viens d'un milieu qui n'était pas forcément branché sur l'artistique, et c'est vrai que moi, c'est des gens comme Léo Ferré, par exemple, qui m'ont fait découvrir des poètes comme Aragon, comme Baudelaire, comme Apollinaire. Donc il y a des passeurs, et c'est vrai que souvent quand on pense poésie, c'est laborieux, c'est l'école, c'est la bibliothèque, alors que ces gens-là étaient les premiers punks. Ça fait peur aussi quelque part. Oui, mais c'était des fous. Je veux dire, Baudelaire détesterait la manière dont on le représente aujourd'hui. Il serait en train d'écrire des textes pour justement peut-être du rock ou du rap. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui avaient une vie incroyable et on les a ramenés dans quelque chose de très classique, de littéraire, etc. Certes, c'est bien d'avoir cette forme de respect pour leur talent, mais je pense que pour que ça s'imprègne dans notre société et aille justement dans des oreilles qui n'en ont pas forcément entendu et comprennent l'intelligence de la langue qui est la nôtre, on a eu envie aussi du coup de mettre ces sons électroniques, de la rendre organique. D'où la danse. D'où quelque chose de très sensoriel. C'est-à-dire que moi, je parle du principe que la danse n'est pas seulement un art visuel, c'est vraiment quelque chose que vous recevez. Il y a de l'énergie qui se développe sur scène. C'est un art vivant. Ça se regarde d'ailleurs. Je suis pas un grand adepte des vidéos YouTube. C'est sympathique, mais pour moi, ça reste encore à la marge de ce qu'on peut ressentir quand on voit un danseur en vrai. Bien Parce sûr. qu'il y a une énergie, il y a un truc qui est tribal, qui est sauvage, qui est magique. Et du coup, de rendre ça aussi avec cette forme pourtant très classique, très écrite de la poésie, c'est rendre hommage aussi à ces auteurs. Parce que Aragon, par exemple, était un des pères du surréalisme. Il a fait beaucoup d'essais. Et il a fait beaucoup d'essais, justement. C'était l'époque de l'écriture automatique, de plein d'essais. On essayait des choses. On était justement, les artistes de différents milieux se regroupaient pour essayer des formes nouvelles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il y a plus de barrières, c'est que je pense qu'on a structuré, on a économisé un peu la culture, ce qui fait que les artistes, je pense, ont besoin de se débarrasser un peu de tout ça pour se retrouver et eux-mêmes proposer des projets qui après auront leur vie dans ces structures existantes. Mais il y a un moment où il faut sortir du troupeau. Tu veux dire que le fait de conditionner comme ça les formes, on perd quelque chose de l'essence, c'est ça? De l'essence de ce qui est vécu, dit? Comment ça se traduirait dans la danse, par exemple? Dans la danse, après, ça dépend. Je dirais que c'est chaque auteur, chaque chorégraphe a sa musicalité, sa poésie, sa façon de vouloir travailler. Souvent, on est parfois obligé de répondre à des cahiers des charges, comme on entend beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rentrer dans la matrice, quoi. Il faut rentrer dans la structure. Et je trouve ça un peu étrange, parce que dans nos métiers qui sont des métiers créatifs, c'est la structure qui devrait être malléable à nous, pas les artistes à rentrer dans les cases. Et ça, c'est un discours, moi, qui me paraît assez aberrant, parce que on a cette chance d'avoir justement développé une politique culturelle qui, même en ce moment, va quand même, à mon avis, de plus en plus mal. Mais on a développé quand même cette politique culturelle, il faut être clair. Par rapport à d'autres pays, il y a quand même pas à se plaindre. Mais bizarrement, c'est comme si elle devient lourde, elle devient pesante. Au lieu de nous aider, au lieu d'être un véritable trampoline, elle devient vraiment un labyrinthe, à l'intérieur desquels il faut parfois retrouver ses petits pour pouvoir encore avoir une forme d'intégrité. C'est ça qui est compliqué. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Donc du coup, c'est vrai que c'est à mon avis ce qui nous a quand même poussé avec Pietra à créer cette compagnie indépendante. C'est ce qui nous pousse aussi aujourd'hui à travailler avec des artistes différents. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à produire nous-mêmes nos spectacles dans des théâtres qui ne voient pas forcément de danse. C'est-à-dire sortir aussi un petit peu du chemin tracé de il faut passer par tel ou tel théâtre pour exister. Donc voilà, c'est ce pari-là, certes qu'on nous reproche parfois parce qu'il est considéré comme un peu rebelle, mais d'une certaine manière, c'est notre façon de faire et je pense qu'on s'épanouit là-dedans parce que justement, on a la sensation du coup de garder le gouvernail. Quand tu dis les cases dans lesquelles, pour que les auditeurs comprennent les cases, il faut comprendre comment ça fonctionne une compagnie aussi.
de manière classique en ce moment, on va dire. C'est tout le circuit de subvention dont tu parles, subvention, les exigences de certains théâtres, un peu il faut que ce soit calibré, que ça dure ce temps-là, que ce soit sur un espace comme ça. Parce que parfois les spectateurs n'ont pas conscience de ça, ne se rendent pas compte, c'est bien. Oui, puis je pense que les spectateurs aussi, ce qu'il faut souvent expliquer au public, parce que c'est important, c'est-à-dire que le public, il voit le spectacle fait, fini, etc. Derrière, il y a énormément de travail. Pour un danseur, il y a énormément d'heures de répétition en studio pour justement que la chorégraphie ait l'air fluide, ait l'air simple et facile et j'allais dire respecte justement ce qu'on s'était mis comme objectif artistique. Donc il faut beaucoup d'heures de travail en amont, il faut des répétitions, il faut en effet construire le décor, éventuellement s'il y en a un, travailler avec, etc. Donc il faut avoir des studios, ce qui n'est pas donné à toutes les compagnies. Donc il y a une recherche en permanence comme ça qui fait pas perdre du temps, mais qui est parfois un peu, chronophage et surtout qui peut sortir un petit peu de la création. Alors qu'un artiste, il aime bien être un peu, justement, un peu en permanence focalisé sur son objet artistique. C'est comme ça qu'on le creuse. C'est comme quelqu'un qui est en train de tailler un diamant. Il y a un moment, s'il ne fait ça que 10 secondes par jour, non seulement il avance pas, mais il y a des chances qu'il perde un petit peu l'artisanat. Le goût, et puis aussi le goût, la motivation. Voilà. Et donc, c'est vrai il faut composer avec tout ça. Et en plus, la danse, il y a peu de séries, par exemple, quand au théâtre, vous avez la chance d'avoir des séries nombreuses. Nous, on essaye avec la compagnie de fabriquer comme ça et d'essayer de produire des séries un petit peu sur du long terme, même sur des plus petites salles, pour essayer qu'il y ait le bouche à oreille. Et puis aussi, parce qu'un spectacle se fabrique sur scène. C'est-à-dire qu'il évolue aussi au regard des spectateurs, il évolue dans le corps des interprètes au fur et à mesure qu'un spectacle se fait. Et parfois, la danse, vous êtes jugé sur la première, qui est surréaliste. C'est surréaliste parce qu'une première, c'est pas que c'est pas abouti, c'est que on essuie peut-être quelques plâtres lors des premières. Exactement. Donc c'est très compliqué. Donc ça fait une pression supplémentaire parce qu'en plus il faut convaincre immédiatement sur cette première que votre spectacle donc peut être diffusé ailleurs et qu'il a du sens et qu'il a de la valeur, etc. Donc c'est compliqué parce que tous ces paramètres-là, il faut les avoir en même temps quand vous créez. Vous n'êtes pas débarrassé de ça. Il n'y a pas justement une structure qui te dit vas-y, crée tranquillement, on verra après. Donc il faut le chorégraphe aujourd'hui ou le directeur de compagnie aujourd'hui est vraiment un couteau suisse, est vraiment quelqu'un de polyvalent. Alors vous me direz c'est en raccord avec pas mal de choses du monde d'aujourd'hui parce qu'on ne demande pas ça qu'aux artistes d'être polyvalents. Mais ça peut être très lourd et très compliqué. Sur des choses quand même parfois extrêmement éloignées et peut-être que c'est ça aussi le propre des artistes, c'est qu'ils peuvent être très bien avoir dans l'administratif qui est a priori pas forcément un choix, mais il y a besoin et ça fait partie du job maintenant de directeur artistique, alors qu'à la base ça peut être très éloigné. Beaucoup d'artistes effectivement qui viennent ici le déplorent et disent que ça impacte vraiment le travail. Je te vois acquiescer, Jessica. Alors Jessica, toi t'es au début de la compagnie. tu as acquiescé au moment des premières de ce que disait Julien. Est-ce que tu as envie de rebondir là maintenant sur ce qui a été dit? Non, mais je suis en plein dedans, donc je comprends en empathie totalement ce que tu dis. Parce que ma compagnie existe depuis 2016 et c'est vrai que je suis une artiste interprète qui est toujours au service du chorégraphe. Et là, je me suis butée à quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire l'environnement des subventions, défendre un propos en tant que chorégraphe, seul, et être convaincant du premier coup. Et c'est vrai que je me cherchais énormément, même si cabine d'essayage est un propos auquel je réfléchis depuis des années. Il a mûri énormément ces 2 dernières années. Donc, c'est vrai qu'il a évolué en même temps que ma perception des choses, parce que je parle beaucoup de la perception des choses, du regard de l'autre et de celle que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup être en salle, chercher. C'était pas tout le temps juste. Je travaillais aussi avec un compositeur qui m'a beaucoup aidée. On travaillait de façon très bilatérale. Il répondait à la gestuelle que je proposais et moi à sa musique. Et j'aimais beaucoup cet instant qu'on avait tous les deux. Et lorsque je devais me confronter justement à l'autre pan qui était administratif et aussi défendre mon propos, savoir en parler parce que je sais le danser, je sais le vivre, mais en parler, pas forcément. Je sais l'écrire aussi, mais voilà, quelque chose en direct comme ça qui se vit plus dans mon corps, c'était assez difficile pour moi. Et puis les chiffres aussi, quelle horreur, quoi. La comptabilité, c'est pas moi qui fais la comptabilité, mais il fallait quand même que j'ai une certaine connaissance de ça pour pouvoir en parler. Et on vous demande des chiffres, j'en sais rien, moi.
tout se quantifie dans mon corps. Donc, Et puis il faut que le corps soit prêt, c'est-à-dire que dans les temps de création comme ça, il y a aussi des moments, alors peut-être que du coup d'avoir un outil, ça change aussi d'avoir une compagnie indépendante avec un outil, un endroit où créer, ça change peut-être les choses, mais c'est vrai que les danseurs doivent être hyper prêts au moment où c'est le moment de répéter, quoi. Or le corps est pas forcément comme ça dispo, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans, j'imagine que tout ça influence le travail. Non, Julien, peut-être, ou Jessica? tout à fait. Surtout Ouais. que lorsqu'il s'agit d'un solo, j'ai eu de la chance quand même d'avoir pas mal de regards extérieurs. Mais il n'empêche que c'est un travail aussi sur mon humeur. Parce que c'est la Camille Desséage, c'est la métaphore de l'espace étriqué de mon mental. Et cet espace, parfois, est très fermé. Il y a des moments où j'étais vraiment tétanisée à l'idée d'aller dans la recherche de ce que mon corps ne voulait pas, en tout cas. C'est-à-dire que j'avais écrit un dispositif de la journée et mon corps était carrément à l'encontre de ça. Et parfois, je me butais aussi à des contresens. Je comprenais plus ce que j'écrivais, ce que je voulais défendre. J'étais en pleine ambiguïté avec moi-même. Donc, il me fallait aussi ces temps. Parfois, je restais en salle et j'écoutais juste la musique de Franck Deluise. Et j'ai essayé de décortiquer sa musique parce que lui aussi a créé sa propre dramaturgie. Et voilà, pendant 6 heures, quand je ne voulais pas danser, j'écoutais sa musique, les subtilités, ce qu'il a voulu défendre par rapport à ce que moi, je lui ai proposé. Et puis parfois, je rentrais chez moi, je m'étais un peu étirée. Et je préfère ça qu'elle être en lutte avec moi-même. Bien sûr. Julien aussi, on parlait tout à l'heure hors antenne, donc tous les deux vous travaillez sur un solo. Donc le solo, c'est une forme qui est aussi particulière en termes d'engagement. C'est très physique, être ou paraître, ça te demande, c'est très exigeant, en tout cas très très dans l'énergie. Comment on gère ça en fait ? Comment tu travailles, comment tu te prépares et surtout quel engagement de ta personne il y a là-dedans ? Parce qu'il me semble que c'est très lié aussi à ton intériorité peut-être aussi. Oui, bien sûr. Le texte demande, c'est vraiment une quête spirituelle d'une certaine manière, ce que vit mon personnage sur scène. Donc, on le voit évoluer, on le voit se perdre, on le voit tomber, se relever, s'en amuser. C'est un petit peu un chemin de vie, et c'est vrai que pour se préparer à ça, physiquement parlant, il y a des jours de préparation avant les spectacles. Alors c'est vrai que quand vous avez la chance d'avoir une série, ce qui est le cas là au studio Héberto, après le corps est un peu lancé. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus simple, parce que vous avez une accumulation de fatigue, donc c'est autre chose à gérer, mais physiquement, ça veut dire que du coup, voilà, c'est régulier. Et le corps adore la régularité. C'est quand ça devient chaotique que c'est compliqué, qu'on peut risquer des blessures, et puis qu'on est moins en forme du coup, parce que en plus là il y a beaucoup de choses à gérer, il y a la chorégraphie, le placement, le texte, etc. Donc on a envie en plus, en tant qu'interprète, d'être placé dans des conditions, j'allais dire relativement optimum, où on a confiance dans son technicien, on a confiance dans à peu près tout. La zone de confort, tu veux dire. Exactement, parce qu'après, justement, ça nous permet, nous, de sortir de cette zone de confort. C'est-à-dire qu'on est dans une zone de confort qui nous permet justement d'aller plus loin et d'aller trouver cette forme d'intériorité, d'aller trouver une vérité, quelque chose qui du coup, les spectateurs peuvent ressentir, pas forcément comprendre au sens du travail qu'il faut pour aller chercher ça. Mais voilà, c'est forcément des jours et des jours de répétition, oui, pour être confort. Et là, donc c'est au niveau physique, mais est-ce que du coup l'implication comme ça dans un rôle, parce que je lisais un petit peu ce qui avait été écrit sur le spectacle que je n'ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Il y a beaucoup de mots qui sont, je trouve, pour qualifier la performance que tu donnes à voir et à sentir, qui sont empruntés alors je vais dire développement personnel, c'est pas vraiment ça, mais à la psychologie hypnotique. Il y a ces mots-là qui reviennent souvent, quête de soi, dépassement de soi. Et est-ce que vraiment danser un solo comme ça permet quelque part de faire un travail d'introspection ou presque d'analyse en fait, d'analyse mais au sens sensoriel, quoi. Est-ce que tu vas chercher toi quelque chose de toi encore plus loin? Je sais pas si c'est un travail d'analyse, mais parce que là c'est de la poésie, donc c'est pas vraiment, c'est pas un texte de théâtre, donc c'est assez difficile d'ailleurs de jouer la poésie. D'ailleurs, est-ce qu'on la joue vraiment? Toute la question est là. Je pense qu'il y a des sections qui sont plus jouées que d'autres. Il y a des choses qui sont plus, j'allais dire, musicales, au sens que la scansion fabrique une musicalité sur laquelle je peux danser. Donc voilà, on est sur plusieurs niveaux différents, mais en même temps, cette abstraction
permet beaucoup de choses. C'est ça qui est aussi la beauté de la danse d'ailleurs, c'est que la danse, en étant par certains aspects assez abstraite, permet à l'imaginaire du public et à celui de l'interprète aussi d'y mettre ce qu'il a envie d'y mettre et de raisonner. Après, on n'est pas sur de la psychologie, justement. On est sur quelque chose, c'est pour ça que je parle de niveau de conscience, parce que la poésie appelle pas tout de suite l'analyse. D'abord, on est dans le cerveau droit, on est dans l'imaginaire. Oui. Et après, en effet, si on veut avoir l'analyse du texte ou l'analyse de la danse, etc., ou du spectacle qu'on vient de voir, ça passe dans un second temps. Mais je pense qu'on est d'abord dans quelque chose sur le sens, sur les sens, et ça me permet, moi, sur scène, d'avoir plein de choses à piloter, parce qu'en effet, je suis attentif à la voix, au rythme, et le rythme de la voix me donne le rythme du corps, et vice-versa. C'est-à-dire qu'un geste déclenché, une énergie déclenchée dans le corps va forcément rebondir dans la voix. Donc c'est un va-et-vient permanent qui est très très agréable d'une certaine manière, qui est très risqué aussi, parce qu'on a la sensation qu'on peut vite perdre aussi les pédales et perdre un peu tout en même temps, quoi. Je tiens plusieurs fils en même temps, et il faut réussir à canaliser tout ça pour être fluide. Mais en même temps, ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ça, les moments magiques où on a la sensation justement de maîtriser un petit peu son sujet, ça c'est extraordinaire, parce que ça a l'air fluide, alors que c'est extrêmement compliqué à réaliser. Oui, pour moi, l'analyse, c'était dans le sens plutôt de l'accès direct à l'inconscient, à quelque chose qui est pas là, mais par la danse, qui peut peut-être se révéler. Est-ce que parfois ça peut être ça? On parle de création, en fait. Le personnage veut créer, il veut, et comment ça se passe? Comment l'étincelle jaillit? Quelle est cette page blanche? Est-ce que c'est en se laissant aller? Ou est-ce que, inversement, est-ce que c'est en convoquant ses maîtres, par exemple? Il y a plein de voix et de textes autour de ça. C'est-à-dire comment, justement, est-ce qu'on doit se débarrasser de ses maîtres? Est-ce qu'on doit déconstruire en permanence? Et si on déconstruit, est-ce qu'on s'aperçoit pas que finalement, on n'avait pas assez construit avant? Enfin, vous voyez, c'est ça aussi un artiste. C'est en permanence ce doute. Et puis, le fait souvent, moi j'aime cette phrase qui dit, on n'est pas là pour amener des réponses sur scène, on est là pour amener des questions. Et justement, les artistes sont là pour peut-être poser la question que personne n'aurait posée, pour voir le monde différemment et le monde de manière globale et géante, et l'être humain en fait partie. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup, la création, c'est ça, c'est est-ce que finalement, on arrive à créer à partir de rien, ou est-ce qu'il faut justement un appui, et quel est l'appui? Qu'est-ce qu'on a à dire? Et donc tout ça, c'est ce qu'on a tous, j'allais dire, intrinsèquement, chacun a quelque chose à raconter, mais un artiste, il ne fait pas seulement que de s'analyser et de raconter. Voilà. Il le donne à partager. Il le donne à partager, mais il essaye aussi de trouver un point de vue. Et c'est ce point de vue, en fait, qui fabrique un point de vue artistique. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que ce point de vue-là, c'était le sien, et il nous fait voir les choses comme on ne les avait jamais vues, en fait, auparavant. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans une démarche, c'est l'originalité, et c'est souvent ce que chacun recherche. L'originalité de sa danse, l'originalité de son écriture, l'originalité de sa musique. Mais tout en étant original, on sait très bien que de toute manière, on est influencé. Et donc voilà, ces questions, c'est ça qui est très intéressant. C'est le voyage entre ces polarités en permanence, exactement, en fait. Mais c'est aussi, quand on fait des analyses plus psychologiques, c'est aussi quelle est la part qu'on garde de nos parents, quelle est la part qu'on garde de notre culture, justement. Là, on parlait de notre langue, de notre pays. On est en plein dans ces questions-là aujourd'hui. Et je pense que même quand on mélange, même quand on va chercher des choses, par exemple, d'autres pays, vous fabriquez quand même avec là d'où vous venez. Donc les influences sont parfois même étonnantes, parce que parfois, en s'éloignant, parler de Marco Polo, qui était justement très lié à l'Asie, à ce voyage de ce voyageur en Chine, il y a plein de choses qui étaient pourtant dans l'écriture chorégraphique très française. Et il y a eu un moment d'ailleurs où il fallait qu'on se pose la question de se dire, est-ce qu'on fait semblant de vouloir les enlever, ou de toute manière on ne pourra jamais les enlever et on fait avec. Et on les assume. Et voilà. En tout cas, pour sortir de la zone de confort, un artiste a besoin d'appui. Et toi, tu as un bel appui. C'est Yanaël Quenel qu'on va écouter justement, et qui a composé la musique d'Être ou paraître.
Donc Être ou paraître, c'est au studio Héberto à Paris. Pour l'instant, Julien, c'est les lundis et les dimanches, lundi à 20h et dimanche à 19h30, mais tu me disais que, on parlait de séries justement, il y allait avoir des séries du jeudi au dimanche, c'est ça ? C'est ça, oui. Après, on passe là, on est 2 jours par semaine sur le mois d'octobre, et après, à partir de novembre et décembre, ce sera 4 fois par semaine au studio Héberto, du jeudi au dimanche, à 19h. De toute façon, on mettra tout ça sur la page des Fourmis. Alors, et pour avoir plus d'infos sur la compagnie Le Théâtre du Corps, il y a un site internet qui est www.pietragalacompagnie.com. D'ailleurs, je fais une grosse bise à Pietra, on l'embrasse, on pense bien à elle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi. On peut pas en une émission, malheureusement, parcourir tout un travail de tant d'années, mais voilà, il y a un beau corpus sur le site internet. Alors Jessica, je me tourne vers toi, j'avais envie de te provoquer un petit peu. On a parlé aussi du rire, parce que dans les deux propositions, il y a des choses décalées qui sont proposées. On peut rire avec la danse. Je te laisse écouter ce petit extrait d'une pub qui date de 1977. Tu vas comprendre pourquoi. Bonjour, madame. Je voudrais un petit modèle simple et frais pour l'été. Mon mari, tout grand. Ça vous plairait? D'accord, oui, ça c'est charmant. Donnez-moi un 36. Un 36? Dites donc, ça taille petit chez vous, donnez-moi un vrai 36. Vous voulez dire un 40, madame? Écoutez, mademoiselle, je ne voudrais pas me fâcher, mais vos modèles sont vraiment mal marqués. Vous voulez un 42? Je veux ma taille. Surveillez votre régime et confiance à Contrex. Alors on s'en amuse, hein, c'est pour une petite blague. En fait, la pub se passe dans une cabine d'essayage. On entend bien le mouvement des rideaux et on peut reconnaître certaines considérations qu'on peut avoir dans une cabine d'essayage. Cabine d'essayage, c'est ta première création. Tout à fait. Un solo qui aura lieu en fait dans un cadre professionnel. Là, dans les dates à venir, c'est les plateaux de la Biennale, enfin les plateaux de la Briqueterie, qui est le centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne. Je dis juste quelques mots sur la proposition de ces plateaux qui fêtent donc leur 25e édition. Et donc Daniel Favier, le programmateur des plateaux, en fait, a écrit un joli texte qui dit que cette édition 2007 sera aux humeurs du monde. Une édition fortement marquée par des spectacles, miroir d'un monde fragile, meurtri. Les chorégraphes jettent sur scène les humeurs du monde. Les corps sont traversés, inspirés, réceptacles et profondément humains, porteurs d'une alchimie collective où l'espoir s'inscrit en creux. Et parmi ces spectacles, parmi ces propositions, il y a cabine d'essayage. Mmh. Comment es-tu venue à t'intéresser à ce qui se passe dans une cabine d'essayage et qu'est-ce qu'elle signifie pour toi, cette cabine d'essayage ? Alors, ce qui est paradoxal et ce qui parfois questionne les gens, c'est pourquoi cabine d'essayage ? Ça paraît assez simpliste comme ça au premier abord. Alors qu'à la base, je ne traite pas de la cabine d'essayage du lieu commun dans un magasin. Cette cabine d'essayage, si vous voulez, c'est vraiment l'espace étroit de ma maison intérieure, qui peut être ma maison de façon très formelle, ou alors ma maison intérieure, mon esprit. Et c'était cet endroit, si vous voulez, où je m'essaye. Et je m'essaye constamment et je m'arrête jamais. Et c'est vrai qu'au début, c'était assez tabou, parce qu'on avait une perception de celle que j'étais. Donc, j'étais assez stable aux yeux des gens. Alors qu'à l'intérieur, là-haut, au-dessus des sourcils, ça vacillait constamment. Et cette cabine d'essayage, c'était cet endroit où l'humeur changeait constamment, trouver une tenue parfois qui lui correspondait. Et puis finalement, il y avait cette question, c'était pas ma taille, mais voilà, cette humeur, ce paraître, cette personne que je laisse percevoir ne me correspond pas, je sais pas, je n'y arrive pas. Et j'étais dans une forme de tourment, en fait. Je pense que c'est ce qu'on appelle de la rumination. Donc c'est ça, la cabine d'essayage, c'est le mental qui travaille dur, fort. C'est ça, beaucoup. Et comment tu as voulu le transmettre, enfin le transposer peut-être ? Est-ce que ce serait ça le mot en corps en fait ? Alors je voulais pas partir dans quelque chose de psychologique, de j'ai mal, enfin de quelque chose de... Donc je suis partie au début sur une forme très simple, la tête lourde. Donc voilà, il y a toute une partie qui travaille sur la lourdeur de la tête, comment je fais pour la porter. Et je me suis rendu compte qu'en mettant une contrainte, il y a énormément de choses qui peuvent advenir gestuellement. Et il y avait aussi ce costume. Il y a un costume qui est un peu mon esprit, que je dépaisse au fur et à mesure.
Donc il y a aussi la mue, un peu comme le papillon qui enlève, qui pendant sa chrysalide devient papillon. Donc tout au long du solo, tu veux dire qu'il y a ce travail avec le costume. Voilà, j'enlève surtout les codes sociaux aussi. C'est-à-dire que je me livre au spectateur tel que je suis, derrière ce costume qui au début est assez ordinaire. Et tout au long du spectacle, je m'effeuille, j'enlève les codes sociaux, j'accepte ce qu'il y a derrière, qui ne me convient pas forcément, parce qu'il y a aussi cette idée de convenir, et c'est aussi pour ça que j'étais sans arrêt en questionnement, parce que je voulais convenir, et je me rends compte que de toute façon, c'est relatif, et c'est relatif à tout un chacun, et que je ne pourrai jamais convenir à tout le monde, en tout cas, même pas à moi. Donc, il y avait cette idée de me dévêtir et d'accepter ce qu'il y avait derrière ce costume social, et puis ce costume physique. À la fin, voilà, je finis tel que je suis, toujours pas forcément dans une acceptation, mais voilà, c'est comme ça, tel que c'est. Quand tu dis à la fin, ça me fait penser à une chose qui est importante pour cette édition des plateaux. C'est la première fois, je crois, que les pièces vont être présentées dans leur intégralité. C'est-à-dire, ce n'est pas des extraits de pièces. Je crois que c'est important de le dire parce que bien souvent, dans cette temps de création qui va très vite, les artistes montrent aussi des bouts et c'est pas toujours très facile de montrer un petit bout représentatif de son travail. Donc là, toi, tu présentes vraiment toute la pièce. J'en ai besoin aussi. Enfin, j'en ai besoin. Je ne sais pas trop comment j'aurais fait en montrant un extrait parce qu'il s'agit d'un cheminement. Il y a tout un processus de la prise de tête, mais de façon très formelle, à ce relâchement et à ce lâcher-prise, et qui passe par différentes étapes, notamment il y a une théâtralité, Muriel Henry qui est venue m'aider sur un passage du rire, cette manière dont j'ai un rire assez communicatif, on va dire. Voilà. Mais comment travailler aussi sur le rire de façon à ce qu'il soit cordial, il passe bien. Donc on a travaillé sur tout un tableau sur les convenances sociales, se tenir, les mondanités, le rire gras. Donc, pour après arriver à quelque chose de douloureux où je n'arrive pas à trouver ce rire, cette justesse face à l'autre. Et je me retrouve dans mon intériorité, dans mon obscurité. Et dans cette obscurité, il y a la peur. Voilà, cette peur qui me ronge, mais que j'accepte. Et donc, j'accueille cette peur que je mets en lumière et qui me fait plus peur, en fait. En tout cas, elle me fait plus souffrir. Tu parlais du travail avec Muriel Henry. Alors là, c'est une question que je vous adresse à tous les deux. Déjà, peut-être de qualifier la singularité d'un travail sur un solo et peut-être l'importance des regards extérieurs. Est-ce que c'est plus important encore d'avoir un travail de regard extérieur quand on travaille un solo? Et qu'est-ce que ça change d'être en solo, justement, par rapport à une pièce de groupe, dans votre vécu à vous? Alors pour moi, c'était vraiment une mise à nu. Okay. Ça a été assez compliqué parce que pendant des années, pendant 20 ans, j'ai travaillé avec des chorégraphes. Comme je disais, j'étais au service d'eux. Et donc, il y avait une certaine facilité pour moi d'être mise en scène quand même, au devant de la scène, mais quand même derrière le nom d'un chorégraphe. Se mettre à nu seul, en solo, à son nom, c'était quand même quelque chose... Je pense que j'ai été dans une... forte provocation avec moi-même où je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille au-delà de ces peurs, justement. On se met plus en danger. Toi, Julien, tu vis ça comment par rapport à une pièce de groupe, dans ce que ça change dans le travail et aussi dans... Moi, je vais répondre à moitié à la question, en fait. Je vais répondre parce qu'en même temps, je vais rebondir sur ce que disait Jessica, qui est quelque chose qui me marque beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est peut-être mon côté un peu ancienne génération qui pense ça, mais je pense que c'est important, c'est que j'entends beaucoup des danseurs dire qu'ils sont du coup au service d'eux. Et moi, je suis venu à la danse, j'ai rêvé d'être danseur en voyant des danseurs. C'est pas en voyant les chorégraphes, c'est en voyant les danseurs. Quand je voyais Nureyev, quand je voyais Georges Donne, je veux dire, c'était magique. Et ces gens-là n'étaient pas... Ils étaient au service. Je pense que Georges Donne, dans sa façon de travailler, était bien évidemment au service du travail chorégraphique de Maurice Béjart. Mais c'était Maurice Béjart qui habillait comme un grand couturier Georges Donne. Et je suis un peu fatigué, je dis pas ça contre Jessica, mais je suis un peu fatigué aujourd'hui du fait que le chorégraphe soit tellement devenu la star. Je veux dire, quand je vais voir un film, moi je vais voir les acteurs. Si le réalisateur est bon, c'est génial. Mais le grand public fonctionne comme ça. Et je me considère tout à fait
comme le grand public. Et donc, je suis un peu emmerdé à chaque fois de voir que les interprètes sont relégables à interchangeables. Je pense pas. Je pense qu'un interprète est unique et que quand on est un bon chorégraphe, on fait du sur-mesure. Et que si cet interprète-là n'est plus là, il faut refaire du sur-mesure pour celui qui enchaîne. C'est pas la mentalité d'aujourd'hui. Et ça me gêne un peu parce que du coup, on a tellement, d'une certaine manière, mis en avant le travail des chorégraphes. Alors, je vous dis ça, moi je suis chorégraphe, donc je suis relativement à l'aise en plus pour pouvoir le dire. Mais vraiment, c'est, je pense aussi public et je pense le gamin que j'ai été, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est les danseurs qui me faisaient rêver. Et si les danseurs étaient bons, la chorégraphie, elle est bonne. Parce que vous donnez une mauvaise chorégraphie à un bon danseur, il vous en fera toujours quelque chose. Vous donnez une bonne chorégraphie à un danseur moyen, c'est pas bon. Donc, l'interprète est très important dans le processus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on valorise. Et encore, quand je dis valoriser, après, on pourra rentrer là-dedans en expliquant que finalement, la création n'est pas si valorisée que ça, parce que si on parle du travail de compagnie, finalement, on nous amène aujourd'hui à être autant des animateurs sociaux parfois que des créateurs, et qu'on aimerait un peu que les artistes fassent le vivre ensemble. Vous savez, le fameux vivre ensemble, ce serait à nous, parce que ce serait presque de notre faute, du coup, parce qu'on serait subventionné. Alors moi, je suis aussi un peu à part de ça, parce que je reçois tellement peu de subventions que ça me le statut d'indépendant sur lequel tu insistes, je me sens pas coupable, mais oui, il y a ce statut-là, ce qui fait que tout d'un coup, c'est une sorte de privilège. Alors voilà, vous êtes privilégié, vous êtes intermittent du spectacle, donc vous devez faire ci, faire ça, aller dans les écoles, les hôpitaux, les machins. Il y a plein de gens qui font ça. Moi, je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait aussi par conviction, pour montrer notre travail à d'autres yeux. Je remets pas en cause ça. C'est juste que du coup, voilà, pour rebondir sur ce qu'on disait, c'est que voilà, pour moi, un interprète, c'est quelqu'un d'unique. Et je pense que ce parcours-là, c'est aussi en s'intéressant aux interprètes qu'on fera venir du public. Le public, il s'intéresse aux gens qui sont sur scène. Ça veut pas dire que le chorégraphe, parce qu'il n'est pas sur scène, n'est pas intéressant. C'est pas ça que je suis en train de dire, encore une fois. Mais je veux dire, on se souvient tous, et c'est pour ça que je prends souvent l'exemple des films. Je veux dire, les grands films ont des grands acteurs. Et je pense que c'est important de parler, et quand on revisite l'histoire de la danse sur certains grands interprètes, ou un Sacre du printemps de Pina Bausch, il suffit de voir qui il y avait dans sa compagnie à ce moment-là pour voir que ça déboîtait, quoi. Donc c'était génial. Donc aussi pour un chorégraphe, quand devant vous, vous avez des interprètes incroyables, mais vous êtes créatif d'autant plus, ils vous aident. Donc chacun, c'est pour ça que je revenais sur ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, du coup, je sens qu'il y a plein d'interprètes qui se sentent frustrés et qui du coup décident d'être créateurs, parce que c'est là qu'est la liberté. C'est là-dessus que tu voulais rebondir, c'est le switch, oui, en fait, qui se fait presque de manière automatique, alors oui, ce n'est pas la même posture. Et oui, et c'est vrai ça. Que je connais aussi plein de... Alors il y a des gens qui ont le talent de Jessica, et tant mieux pour pouvoir écrire et être chorégraphe, et tant mieux pour eux, et c'est des parcours, etc., que je respecte, puisque c'est un peu le mien, donc je le comprends très bien. Mais je connais aussi des interprètes qui ne peuvent pas écrire, et qui sont pourtant des interprètes énormes, magnifiques, géniaux, extraordinaires, qui, avec 3 pas que vous leur donnez, vous font pleurer. Donc ces gens-là, c'est des diamants. Et je ne vois pas la valorisation de ce travail-là, d'où l'intérêt d'ailleurs d'émissions comme la vôtre, de parler de danse et de pouvoir l'expliquer, parce que les gens ne mesurent pas le travail qu'il y a derrière. Vous regarderez différemment les programmes de salle à partir de maintenant, auditeurs. Oui, on ne met pas le nom des danseurs seulement pour faire joli. Je pense que c'est important, et qu'ils participent au processus chorégraphique, et donc ils participent à la création. Pour moi, l'interprète a toujours été créateur. Pour Pietra, c'est pareil. C'est aussi parce que justement, elle a travaillé avec des chorégraphes qui lui ont donné cet espace de liberté, comme Caroline Carlson. C'est quand tout d'un coup vous avez ce sentiment de liberté dans votre travail d'interprète, vous n'êtes pas frustré. C'est parfois, en effet, quand vous n'êtes qu'un pion, là, à ce moment-là, vous avez envie de faire votre propre écriture, votre propre musique. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que parfois, certains interprètes, c'est par manque de reconnaissance qu'ils deviennent chorégraphes ? Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit que ça. Non, vous savez, pas que ça, mais est-ce que ça... Non, honnêtement, je pense qu'on ne devient pas danseur pour devenir une star, ni pour gagner de l'argent. C'est pas le bon métier. Là, je le conseille à aucun enfant qui nous écoute. C'est un métier qu'on fait que parce que on adore ça, et que finalement, j'avais un ami qui disait ça, je ne sais rien faire d'autre. Et c'est génial, ça, parce que vous avez, c'est un travail très particulier, parce que c'est un peu le parent pauvre des arts. En plus, la danse passe un peu après tout le monde, quand même, en général. Donc, il faut vraiment être motivé, passionné, et il faut vraiment que le fait de danser, monter sur scène, vous remplisse d'une telle joie. Que ça suffit. Au-delà même, ça suffit pas. C'est génial, vous avez envie de recommencer. Donc, il y a vraiment ce côté très agréable, passionné et passionnant. Maintenant, non, je pense que c'est plus une frustration d'interprète. C'est-à-dire, c'est quand vous faites exactement
quelque chose et qu'il n'y a pas cet espace de création et de liberté, que vous avez peut-être envie du coup d'être créateur vous-même. Après, il y a aussi des parcours qui font que vous avez ça en vous. Moi, je sais que très jeune, j'ai toujours eu des thèmes. J'avais la sensation que gamin, les chorégraphes tournaient beaucoup autour des mêmes thèmes et j'avais envie d'y mettre autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, la place des femmes dans la chorégraphie est intéressante et d'autant plus la place des femmes chorégraphiant pour des hommes. Ça m'intéresse aussi. Parce qu'on a eu aussi beaucoup dans la danse une vision très très masculine. C'était justement les auteurs. Il y a beaucoup plus de chorégraphes hommes que de femmes, ça c'est sûr. Oui, puis que de directeurs de structure. Donc c'était une vision des corps par les hommes. Et on sait à quel point ça peut être aussi réducteur, ça peut forcément influencer ce qu'on voit sur les plateaux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est ça. Déjà, je pense qu'il faut que les femmes, en effet, prennent le pouvoir, mais il n'y a pas que dans la danse qu'il faut qu'elles le fassent. Mais ça va rechanger aussi la lecture. Ça va intéresser un public différent. Nous, ce qui nous a toujours plu avec Pietra, c'est étant un homme et une femme, on avait une écriture chorégraphique qui, du coup, n'était pas sexuée. Et que parfois, c'était même très drôle, les spectateurs ou les critiques ou les amis nous disaient « Ah, ça, ce passage-là, c'était fort, c'était violent, ça doit être Julien. » Eh ben non, les femmes aussi savent être fortes et violentes. Il n'y a pas que les hommes. Et moi, c'est pas mon passage du tout. C'est les archétypes avec lesquels on résonne en permanence. Et donc, c'était intéressant même de se rendre compte à quel point on était orienté en fonction même du sexe du créateur. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de vouloir. Et je pense qu'en effet, à un moment, on peut avoir cette sensation en tant qu'interprète de vouloir, de se dire qu'on n'a pas tout dit, justement, sur scène. Qu'on n'a pas tout dit et que les chorégraphes n'ont pas tout utilisé. Parce que faire de la haute couture, je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, non seulement c'est pas donné à tout le monde, mais parfois les chorégraphes ont aujourd'hui, et ça je ne le reproche pas, de moins en moins de temps en studio pour créer. Donc quand vous avez de moins en moins de temps en studio pour créer, qu'est-ce que vous faites ? Vous préparez beaucoup. Donc quand les interprètes arrivent, vous leur faites faire, il faut que ça aille vite. Donc vous n'avez pas le temps de savoir qui est en face de vous. De s'adapter. Exactement, alors que les exemples... C'est pour ça que je disais que c'est peut-être un exemple de l'ancienne génération que je suis, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y avait du temps en studio. On prenait le temps, on savait qui était en face de vous, on savait là où il était bon. On pouvait se tromper aussi, peut-être. On pouvait plus revenir facilement. en arrière, on pouvait aussi, par exemple, moi je pense qu'un travail, pour comprendre le travail d'un chorégraphe, c'est pas en une chorégraphie. Je vois plein de parcours aujourd'hui d'interprètes qui n'arrêtent pas de changer de compagnie tout le temps, et on avait exalté ça je me rappelle dans les années 2000, c'est fantastique, ils apprennent tous les styles, mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on va passer 1 an dans une chorégraphie qu'on connaît le travail de là ou du chorégraphe. Je pense que ça se mature, je pense qu'on s'adapte. C'est comme un acteur qui jouerait du Molière. Il suffit pas de jouer une pièce pour être un spécialiste de Molière. Je crois que c'est la même chose. Donc ça met du temps, et je pense que la fidélité, le compagnonnage qui peut exister entre un interprète et son chorégraphe, je pense que c'est des choses qui se perdent et qui sont dommages, parce que je pense que ça dessert les deux, en fait, et les interprètes et les chorégraphes. Je pense que ça ferait le super sujet d'une émission à venir, effectivement, ce lien entre les deux. On arrive à la fin de l'émission. Alors, vous n'allez pas échapper au petit gimmick qui existe, lui, depuis 2009. C'est que je demande toujours à mes invités de dire « des fourmis dans les jambes, ça donne envie de danser ». Des fourmis dans les jambes, ça donne envie de danser. Des fourmis dans les jambes, ça donne envie de danser. Merci beaucoup Jessica, merci beaucoup Julien de votre participation. Je voulais terminer par annoncer quelques spectacles de rentrée. Alors, je ne sais pas si on peut tous les annoncer, parce que je crois que du coup, nous avons bien parlé, et tant mieux. Je voulais annoncer la reprise d'une comédie musicale, parce qu'on parle aussi beaucoup de comédie musicale à Mogador à partir du 28 septembre. Je vous laisse écouter, je suis persuadée que vous l'avez vu peut-être au moins une dizaine de fois. Heat, boy and girl meet together under summer night. Tell me more, just how far it is now. Born to have jive, baby,
Et oui, vous aurez reconnu Grease. Je sais qu'ils sont venus déjà dans l'émission de Christophe. Je voulais aussi vous parler d'un événement que je soutiens depuis quelques années. C'est la Biennale d'art flamenco de Chaillot, avec une super programmation. 9 programmes du 7 au 25 novembre. On écoute. Donc uni à la Biennale de Séville, le festival donc est porté par Chaillot mais réserve aussi quelques surprises avec des spectacles qui sont créés pour l'occasion. Ce sera le cas par exemple du Don Quijote, du chorégraphe espagnol Andrés Martín. Il y aura aussi José Galván, Jesús Méndez, Rafaela Carrasco. Et la Biennale démontre aussi que le canto rondo, le baile, ne se cantonne pas juste à des arts ancrés dans la tradition andalouse, mais peuvent aussi être un vivier d'inventions chorégraphiques et musicales inépuisables. Et pour terminer, alors là, je vous annonce donc un événement, je pense qu'il n'y a malheureusement plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous. C'est le 50e anniversaire des Demoiselles de Rochefort. Alors là, on est sur un ton beaucoup plus léger, mais c'est une œuvre quand même qui fait, en tout cas, histoire dans l'univers de la danse et de la comédie musicale. Le chef-d'œuvre de Jacques Demy, qui a déjà 50 ans et qui sera en fait reprojeté dans une version restaurée au cinéma du Grand Rex, avec en première partie un concert de Michel Legrand. Donc c'est quand même assez exceptionnel que ça ait lieu. Donc je vous recommande vivement cette diffusion-là. Et pour terminer l'émission, je vous invite à écouter un petit extrait de cette histoire du film des Demoiselles de Rochefort. Merci Clara pour la technique et à bientôt sur IDFM 98.0. Vos filles pourraient nous aider. Mes filles? Oh, n'y comptez pas. Elles savent danser. Tais-toi, quoi? Je l'ai, le thème de mon concerto.